Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler de certaines des distilleries les plus importantes dans le monde du whisky. Des pionnières, des innovatrices, des distilleries qui ont façonné le whisky. Qu'est-ce que le whisky? Vous savez comment ça fonctionne? Maintenant, je vais me servir un verre et parlons des distilleries de whisky les plus importantes que vous devriez connaître. Allons-y. Les deux premiers comptent parmi les pionniers du whisky. Je souhaite débuter en Écosse avec le Glenlivet. Je veux dire, aujourd'hui, c'est l'un des noms les plus célèbres du whisky écossais. Mais dans les années 1800, c'était le symbole d'un changement majeur. Le passage de la distillation illégale à la production légale de whisky écossais. George Smith a fondé le Glenlivet en 1824 et fut parmi les premiers à obtenir une licence grâce à la nouvelle loi sur les accises. À l'époque, la majorité des whiskies étaient produits illégalement dans les Highlands. Le style du Glenlivet, qui était plutôt léger, floral et accessible, est en quelque sorte devenu le modèle du whisky du Speyside. Cela a en quelque sorte contribué à définir ce que le whisky du Speyside allait devenir. Même les concurrents ont voulu emprunter le nom pendant des décennies. Les gens voulaient utiliser Glenlivet dans leur nom, c'est pourquoi on voit parfois des noms composés comme Macallan Glenlivet sur certaines bouteilles très anciennes. Glenlivet a définitivement joué un rôle majeur au moment où le scotch est devenu légitime. Une autre distillerie qui est vraiment une distillerie pionnière, mais du côté américain, c'est la distillerie Buffalo Trace. Il se présente désormais comme la plus ancienne distillerie en activité continue aux États-Unis, même pendant la Prohibition. La plupart des distilleries ont fermé dans les années 1920, mais Buffalo Trace a continué à produire du whisky médicinal sous licence gouvernementale. Mais bien au-delà de cette survie, Buffalo Trace est définitivement encore un centre d'innovation. Ils produisent la gamme moderne Weller, ils distillent les whiskies Van Winkle. Ils ont créé le premier bourbon single barrel commercialisé, Blanton's. Ils ont aussi été pionniers avec des expériences comme l'Entrepôt X. Ce sont vraiment des pionniers du whisky et bourbon américain à plusieurs égards. D'accord, les deux prochaines distilleries sont des acteurs majeurs dans le monde de l'artisanat et de l'innovation. Je commence maintenant avec Springbank. Vous pouvez avoir votre avis sur Springbank, mais leur savoir-faire est incroyable, si vous ne le saviez pas. Springbank se trouve à Campbelltown, autrefois la capitale mondiale du whisky. Mais aujourd'hui, il reste très peu de distilleries et Springbank est devenu presque mythique. Puis-je dire que c'est l'une des dernières distilleries d'Écosse à faire presque tout à la main? Donc le maltage au sol, le chauffage direct, les alambics, ils embouteillent sur place. Dans un monde d'automatisation, Springbank est comme une petite capsule temporelle. Un véritable culte entoure cette distillerie, alimentée en partie par le battage médiatique. Mais il y a aussi des éléments de vérité et de bonnes raisons dans cette obsession. S'ils le font, ils produisent vraiment un excellent whisky. L'autre vise l'artisanat et l'innovation. Je vais dire Nikka, mais spécifiquement Yoichi. Cette histoire a commencé avec Masataka Takatsuro, qui en 1918 a voyagé du Japon jusqu'en Écosse. Il a étudié la chimie à Glasgow, effectué des stages dans diverses distilleries, puis rapporté ce savoir au Japon. Il a fait quelque chose là-bas, mais il a fini par fonder Nikka. Yoichi a été construit en 1934 sur l'île nordique d'Hokkaido, qui a été choisie parce qu'elle ressemblait beaucoup à l'Écosse. L'eau était pure, la tourbe disponible et le climat frais. Takatsuro a insisté pour utiliser des alambics chauffés au charbon afin de rendre le processus aussi similaire que possible. Nikka, mais aussi Suntory, ont ainsi jeté les bases de l'essor mondial du whisky japonais. Sans Takatsuro et Nikka, le whisky japonais ne serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui. Comme nous le savons, les deux prochains vont être des influences modernes du whisky mondial, et je veux commencer avec Kavalan bien sûr, à Taïwan. Je viens de réaliser que je n'ai même pas encore goûté celui-ci. Je l'ai probablement secoué dans tous les sens et je peux déjà prévoir les commentaires. Santé quand même, d'accord. Revenons à Kavalan. En 2005, lorsque Kavalan a ouvert à Taïwan, le whisky du monde n'était pas du tout aussi populaire qu'il l'est aujourd'hui. Personne n'aurait jamais imaginé qu'une distillerie dans un pays sans tradition de whisky puisse un jour rivaliser avec les autres. Par exemple, le whisky écossais ou le whisky provenant d'un pays déjà très bien établi dans le monde de la production mondiale de whisky. Ce qu'il y a à propos de Taïwan ainsi que de certains autres pays.
Mais à Taïwan, le climat est très chaud, ce qui signifie que le whisky peut mûrir beaucoup plus rapidement. Un whisky taïwanais de 6 ans peut avoir la richesse et la complexité d'un scotch de 15 à 18 ans, lorsque Kavalan Soliste Vino Barrique a remporté le prix du meilleur single malt aux World Whisky Awards en 2015. C'était un moment un peu révolutionnaire. Cela a prouvé au monde qu'un whisky non écossais pouvait gagner le prix du meilleur single malt. Soudainement, le whisky mondial n'était plus seulement quelque chose qui suscitait la curiosité des gens, c'était quelque chose qui rivalisait au plus haut niveau. Je trouve ça charmant. Amrut est le suivant dans cette catégorie et lui ressemble beaucoup. Amrut a contribué à réécrire les règles concernant le whisky indien. Jusqu'au début des années 2000, le whisky indien était en réalité, techniquement, plus proche d'un spiritueux de rhum. Fabriqué à partir de mélasse, Amrut a ensuite créé le premier single malt indien qui a très bien marché. La Bible du whisky de Jim Murray a classé Amrut Fusion comme le 3e meilleur whisky au monde en 2010. Comme Kavalan, Amrut a montré qu'un excellent whisky peut venir d'ailleurs que d'Écosse, d'Irlande ou des États-Unis. Aujourd'hui, l'Inde est le plus grand marché du whisky au monde et elle abrite de nombreux single malt respectés. Pour être honnête, concernant ces 2 dernières distilleries, je ne peux pas dire que vous ne m'aviez pas prévenu que ça arriverait de toute façon. Je dirais que ces 2 dernières distilleries sont des créatrices de goût et de perception. Je vais parler d'Ardbeg parce que c'est ce que je bois. Dans les années 1990, le whisky très tourbé était encore une niche. Glenmore et G ont acquis la distillerie Ardbeg en 1997, relançant la mode de la tourbe. Absolument, avec l'aide de Lafroux et Lagavulin. Ils ont créé cette communauté de passionnés, appelée le comité Ardbeg, et ils ont vraiment contribué à faire du whisky tourbé un phénomène mondial. De nos jours, les whiskies tourbés sont sans aucun doute parmi les plus recherchés, et je dirais qu'Ardbeg y est pour beaucoup. Je vous recommanderais d'ailleurs celui-ci, l'Ubdal, un whisky absolument fantastique si vous aimez quelque chose de fumé, mais seulement si vous aimez vraiment les saveurs fumées. Et le dernier dont je vais parler, c'est Hibiki, Suntory, Hibiki. Je pense que Suntory a vraiment donné au whisky japonais son côté artistique luxueux et un nom prestigieux à l'échelle mondiale. Cela a aussi aidé à montrer que les assemblages peuvent être aussi prestigieux que les single malts. Je pense aussi vraiment que Hibiki fait considérer le whisky japonais comme un luxe à part entière, plutôt que comme une simple imitation du scotch. Si vous ne le saviez pas, Hibiki assemble des maltes de Yamazaki et de Hakushu avec des grains de Chita, souvent de très nombreux composants, et crée ainsi ses propres assemblages japonais. Des bouteilles comme Hibiki 17 et 21 sont vraiment devenues des symboles du luxe japonais. Elles ont remporté des prix, elles apparaissent dans des films comme Lost in Translation. Leur réputation pour l'équilibre a vraiment contribué à faire du whisky japonais une catégorie que les collectionneurs et les amateurs apprécient encore aujourd'hui. Voilà donc quelques-unes des distilleries que, selon moi, chaque amateur de whisky devrait connaître. Ce n'est certainement pas une liste exhaustive, loin de là. Je pourrais faire 10 parties dans cette série, mais dites-moi si vous en voulez plus. Ou quelle distillerie pensez-vous que j'ai oublié dans la liste, et je sais que j'en ai oublié beaucoup. Si vous aimez le whisky, merci de liker cette vidéo. Et abonnez-vous aussi à la chaîne pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Bref, c'est tout pour moi. Bonne journée à vous. Suivez-moi pour en voir plus.